Le labo virtuel d'aujourd'hui va porter sur la décharge d'un condensateur. Donc ici, je vous présente le schéma électrique du montage qu'on va utiliser. Donc on va avoir une source qui va être réglée à 20 volts, qui est branchée aux bornes d'un condensateur par le biais d'un interrupteur. Donc ici, on va avoir un interrupteur et la source est aussi branchée. Il y a en parallèle au condensateur une résistance électrique. La résistance va être d'environ 100 000 ohms. Le condensateur va être d'environ 1000 microfarads, mais tout à l'heure, on va les mesurer plus précisément. C'est les valeurs approximatives. On va aussi brancher un voltmètre aux bornes du condensateur pour avoir sa tension en tout temps. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fermer l'interrupteur ici pour mettre la source, parce que tant que l'interrupteur est ouvert, la source n'est pas en contact avec le condensateur. Donc, on va fermer l'interrupteur. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le condensateur va se charger. Donc, les bornes de la source étant en contact avec le condensateur, la charge va vite s'accumuler sur les armatures du condensateur. Après un temps très court, le condensateur il va être complètement chargé. Euh, donc, on connaît bien la formule pour un condensateur ici qui est aux bornes directes avec une source. La capacité du condensateur, c'est c'est Q sur delta V, pardon. Donc, la charge qui va accumuler, ça va être C fois delta V. Mais bon, peu importe. Une fois que notre condensateur est chargé, cette fois-ci, on va ouvrir l'interrupteur. Donc, on met à ce moment-là la source hors circuit et le condensateur se retrouve branché seulement aux bornes de la résistance. Donc, on a ce qu'on appelle un circuit RC. Aussitôt qu'on fait ça, le condensateur se met à se décharger. Donc, la charge va partir de l'armature du condensateur, va passer à travers la résistance et va aller annuler la charge opposée qui est sur son autre armature. Donc, le condensateur va se décharger comme ça, ce qui fait que la tension, qui était maximale au début, va diminuer en fonction du temps. Et c'est ça qu'on va mesurer. En fait, on va mesurer la tension borne du condensateur en fonction du temps. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est qu'on va faire cette manipulation-là. Je vais filmer le condensateur pendant qu'il se décharge, ou plutôt je vais filmer en fait le voltmètre pendant que le condensateur se décharge, et vous allez pouvoir prendre en note les mesures, donc les mesures de la tension en fonction du temps. Ce qu'on s'attend à trouver, c'est quelque chose comme ceci. Donc, la différence de potentiel au bornes du condensateur, c'est égal à sa charge sur la capacité. Ça vient de la définition de la capacité du condensateur. Donc, Q sur C. La charge, vous avez vu dans la capsule théorique sur la décharge du condensateur que la charge, ça allait être la charge maximale, donc celle qu'on avait au début, fois E exposant moins T sur taux, taux étant la constante de temps. Donc la constante de temps, c'est la multiplication de la résistance fois la capacité. Donc on a quelque chose comme ça. On peut remplacer QM sur C par E. C'est en fait la FEM de la source, puisque la charge du condensateur elle a été donnée par la source au départ. Donc on pourrait dire que l'équation devient delta V égale E fois E à la moins T sur taux. Donc nous on va faire un graphique. En fait, vous allez faire le graphique. On pourrait faire un graphique de delta V en fonction du temps. On obtiendrait à ce moment-ci une décroissance exponentielle. Donc on pourrait faire ça. Donc ça serait une courbe et on peut très bien avec Excel d'ailleurs faire l'analyse d'une décroissance exponentielle. Sauf qu'habituellement, c'est souvent pratique lorsqu'on veut faire l'analyse d'un graphique d'avoir plutôt une droite. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour transformer ceci en une droite? Alors le truc, ça serait de prendre le logarithme. Alors si je prends le log du côté gauche, je vais avoir log de delta V. Si je prends le log du côté droit, je vais avoir log de E exposant moins T sur taux. Alors dans le fond, j'utilise une propriété des logs. Quand j'ai une multiplication, je peux séparer les deux. Donc je vais avoir le log de E, le log du premier, plus le log du deuxième, sauf que le log de E exposant moins T sur taux, ça enlève le E. Alors il me reste juste moins T sur taux. Alors ce que je viens d'obtenir, c'est donc, ça va être une droite en fait. Si je fais le graphique de log de delta V, donc si je mets ça en Y, en fonction du temps, ben, je vais obtenir une droite. Parce que vous voyez, en avant du t, qu'est-ce que j'ai? C'est moins 1 sur taux, qui est une constante.
Donc, en fait, ça veut dire que la pente du graphique va être constante. Donc, je vais avoir une droite. Le log de E ici, ça va se trouver être l'ordonnée à l'origine. Donc, en faisant ça, je vais m'attendre à avoir une droite. Et je peux même aller un petit peu plus loin, je peux dire que la pente du graphique va être égale à moins 1 sur taux. Et donc, une fois que je vais avoir déterminé la pente, je vais pouvoir calculer l'inversé en fait pour avoir la valeur de taux. Cette valeur-là, on va l'appeler la valeur expérimentale puisque c'est celle qu'on obtient à partir du graphique, ça va être la valeur expérimentale. Et vous allez la comparer avec la valeur théorique. Donc la valeur théorique de taux, vous l'avez vu dans la capsule précédente, c'est égal à la multiplication de R et de C. Donc on va pouvoir comparer les deux l'un avec l'autre. Avant de faire l'expérience de laboratoire, je voulais juste vous montrer visuellement de quoi ça a l'air un condensateur qui fait un cycle de charge et décharge. Donc c'est la plaquette que vous connaissez bien. J'utilise ici l'ampoule électrique qui est branchée en série avec le condensateur qui est là. Alors ici, j'ai une source qui est préalablement, je l'ai réglée à 20 volts. Puis le condensateur, je me suis assuré qu'il était vide au départ. Donc je vais ouvrir la source et on va voir la charge. Et dans le fond, l'ampoule va nous servir de témoin, si on veut, pour le courant électrique qui va circuler. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Une lumière intense au début qui devient de moins en moins intense. Donc, en fait, ça, c'est la décroissance exponentielle. En fait, théoriquement, on s'attend à ce que ce soit une décroissance exponentielle. Donc, un courant élevé au départ, mais qui devient de plus en plus faible. Maintenant, je vais procéder à la décharge. Donc, je vais prendre le fil de la source. D'abord, je peux bien fermer la source. Alors, je vais prendre le fil de la source et je vais venir le mettre ici sur la borne positive du condensateur. Donc, ça va fermer le circuit à cet endroit-là. Alors, vous avez vu la même chose, c'est-à-dire un courant intense au début qui devient de plus en plus faible. Alors, dans les deux cas, que ce soit la charge ou la décharge, on a une décroissance du courant, donc très élevé au début, puis ensuite, ça diminue. Juste une petite note à ajouter. Vous avez vu le peu de courant qu'on a eu. La lumière a resté allumée pendant très peu de temps pour 20 volts et vous voyez la grosseur du condensateur. Alors tout ça pour montrer que le condensateur, ça ne serait pas utile pour accumuler une grande quantité de charge. Si on avait une pile d'une grosseur équivalente, on aurait du courant pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on a eu présentement. Alors, on a le montage ici. Le condensateur est ici monté sur cette petite plaquette-là. Ensuite, ici, on a les bornes où on va brancher la source tout à l'heure. Puis ici, c'est les deux bornes pour brancher notre résistance. On a notre interrupteur qui est là. Donc, charge-décharge, donc ouvert et fermé. Ce qu'on veut utiliser comme résistance, ça va être ça ici. C'est une boîte, on appelle ça une boîte de décade. Donc, en fait, il y a des boutons qui nous servent à indiquer la résistance qu'on veut. Donc, à partir de 1 mégaohm. Ensuite, on a les 100 kiloohms, c'est-à-dire 100 000 ohms, 10 000 ohms. Donc, on peut régler chacun des chiffres, des positions décimales, si on veut, jusqu'à 1 ohm. Donc, ce que je vais faire ici, je vais régler tout ça à 0, sauf celle de 100 kiloohms. Donc, on devrait avoir ici environ 100 kiloohms. Mais je vais quand même la mesurer précisément. Donc, j'apporte mon ohmmètre ici et on va mesurer cette résistance-là. Donc, vous voyez l'écran ici. Alors, on est à 99,9 kOhm. Donc, c'est le Floux 177 que je vais utiliser. Donc, ça, c'est notre résistance. Ensuite, on va mesurer maintenant la valeur de la capacité du condensateur. Alors pour faire ça, je vais me brancher dans les trous de la résistance. Pourquoi je peux faire ça? Parce que si on regarde comment c'est branché, dans le fond, le condensateur, il est ici. Il est branché aux deux bornes de la résistance. Et lorsque la source est hors circuit, c'est-à-dire lorsqu'on est en mode décharge, ben dans le fond, ces deux bornes-là se retrouvent directement branchées au condensateur. Alors je peux les utiliser pour mesurer, je suis bien ici en mode décharge, donc pour mesurer la capacité du condensateur. On peut faire ça avec le multimètre 177
il s'agit de se placer, c'est la même borne que pour mesurer, ou la même indication que pour mesurer la résistance, sauf qu'il faut appuyer sur le petit bouton jaune pour tomber en mode capacité. Donc à ce moment-là, ça mesure la capacité du condensateur. Alors vous voyez ici, on a 937 microfarad, donc ça serait la valeur de la capacité. Donc nos mesures initiales sont prises. Maintenant, on va faire notre montage. Bon, alors ici, j'ai préalablement donc branché le circuit. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. La source qui est ici, elle est branchée là. Ensuite, on a notre résistance que j'ai branchée avec les fils verts euh, pour être en série avec le condensateur. Puis ensuite, ben, j'ai ajouté un voltmètre. Donc ici, vous voyez les deux fils, le noir et le rouge, c'est le voltmètre qui est bien en mode courant continu. Puis ensuite, donc, il est branché aux bornes de la résistance. Mais aux bornes de la résistance, ça se trouve être en même temps aux bornes du condensateur. Donc, en fait, on peut dire que c'est la tension du condensateur. Donc, présentement, donc, j'ai ouvert la source. Vous voyez qu'on a presque 19 volts d'indiqué. Je vais peut-être ajuster un petit peu la source pour avoir 20 volts précisément. Donc, on a précisément 20 volts. Présentement, je suis en mode charge pour l'interrupteur. Donc, en fait, ça veut dire que mon condensateur il est chargé complètement, il est à 20 volts. Donc, il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit. En fait, il y en a un qui circule dans la résistance seulement, mais il n'y en a plus qui circule dans le condensateur. Pour vous montrer à quoi ça va ressembler tout à l'heure, quand je me mets en mode décharge, donc euh, je coupe la source. Maintenant, vous voyez que la tension diminue parce que le condensateur est en train présentement de se décharger dans la résistance. Donc, je remets en charge. Alors, vous voyez très rapidement la charge du condensateur. Alors, pourquoi c'est plus rapide en mode charge? C'est que, en fait, quand on est en mode charge, la source est directement branchée au bord du condensateur, sans aucune résistance entre les deux. Autre que, en fait, la seule résistance qu'il y a, c'est la résistance des fils. Alors, comme la résistance est toute petite, la constante de temps, qui est R fois C, est toute petite, donc le condensateur se charge vraiment vite. Donc, voilà. Euh, on est prêt à faire notre expérience. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir la décharge. Pendant ce temps-là, la caméra filme. Donc, vous allez pouvoir prendre les données. Vous pourrez faire reculer si vous voulez tout à l'heure. Je vais commenter un petit peu pendant que ça descend. Donc, dans le fond, la tension descend comme on avait prévu de manière théorique. Ce que vous devez faire maintenant, c'est prendre en note les valeurs de la tension pour pouvoir faire le graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre en note la tension à toutes les 5 secondes durant la première minute. Donc, vous pourrez tout simplement arrêter le vidéo, puis prendre la tension comme ça toutes les 5 secondes en utilisant le chronomètre du vidéo, dans le fond qui est en bas du vidéo, vous pouvez utiliser ça. Et donc, prendre la tension à toutes les 5 secondes durant une minute, puis ensuite, durant les 4 minutes suivantes, vous pouvez prendre la tension seulement aux 10 secondes. Donc, vous allez prendre ça en note, vous faire un tableau, puis ensuite mettre ça en graphique, donc le log de la tension en fonction du temps.
Le travail à remettre maintenant, donc vous devez produire un rapport individuel qui va être à remettre en format PDF sur Léa. Donc la date limite pour tout le monde, ça va être le jeudi 29 octobre, 17 heures. Ensuite, le rapport, qu'est-ce qu'il va contenir? C'est un rapport partiel, donc tableau des données. Donc le tableau avec évidemment les données que vous avez prises, de tension, de temps. Vous pourrez ajouter aussi le log de delta V puisque c'est ça qui va aller en graphique. Euh, c'est un rapport partiel, donc je ne vous demande pas les autres sections qu'on met avant, là, c'est-à-dire cadre théorique et méthodologique. Vous pouvez commencer tout de suite avec votre tableau des données, sans incertitude, donc vous n'avez pas à évaluer les incertitudes pour les mesures. Euh, pour ce qui est des chiffres significatifs, donc il s'agit d'être cohérent avec les mesures que vous avez prises. Donc vous prenez tout simplement les mesures qu'il y avait sur le voltmètre, c'est-à-dire les décimales qu'il y avait sur le voltmètre, le temps, même chose. Puis quand vous allez faire le log de V, ben, pour être cohérent, il faut être cohérent, donc garder le même nombre de chiffres significatifs qu'on avait pour le delta V. Le graphique, évidemment, donc le graphique dont on a parlé tout à l'heure, encore une fois, pas d'incertitude sur le graphique. Vous devez évidemment par contre trouver l'équation de ce graphique-là, donc faire afficher la courbe de tendance et trouver l'équation pour avoir la pente et l'ordonnée à l'origine. Ensuite, l'analyse du graphique et les calculs, donc ce que j'appelle analyse du graphique. Donc tout simplement, d'abord, est-ce que oui ou non le graphique semble être une droite? Ensuite, la pente vous donnait, on a vu tout à l'heure, -1 sur la constante de temps. Donc à partir de la pente, pardon, vous avez à calculer la constante de temps théorique. Puis ensuite, dans les autres calculs, la constante de temps expérimentale, c'est-à-dire celle du graphique, on va l'appeler l'expérimentale, celle qui provient de la pente du graphique. Tandis que si on fait la multiplication de R fois C, celle-là, on va l'appeler la constante de temps théorique. C'est sûr que R et C, c'est des valeurs expérimentales, on les a mesurées, mais on va l'appeler quand même la théorique, celle-là, pour pouvoir comparer les deux. Ensuite, pour comparer, ben, vous pourrez faire un pourcentage d'écart entre les deux constantes de temps. Donc c'est cette section-là. Et ensuite, la dernière section, donc la discussion. Donc vous pourrez analyser la situation expérimentale, puis ensuite discuter de tout écart entre la valeur théorique et la valeur expérimentale de la constante de temps. Bien sûr, ici, il n'y a pas d'incertitude dans ce laboratoire-là. En fait, pas qu'il n'y a pas d'incertitude, mais je ne vous demande pas de les calculer ou d'en tenir compte. Donc, à ce moment-là, on a un pourcentage d'écart. On peut quand même discuter des causes d'erreur. Donc, qu'est-ce qui aurait pu influencer l'expérience? Faire en sorte que la valeur expérimentale puis la valeur théorique ne sont pas égales si elles ne le sont pas. On peut suggérer aussi des façons d'améliorer l'expérience si on en trouve.